Bonjour à tous. La salle est bien pleine, ça fait plaisir. Je tiens à nouveau à vous remercier au nom de la GIZ, au nom de la coopération allemande que je représente aujourd'hui. Je remercie tous les participants. Bonjour, c'est le 25 octobre, waouh. En fait, on a tellement travaillé sur ce forum et c'était prévu en mois de juin, je pense depuis l'année dernière avec les partenaires, avec toute l'équipe. Donc merci à vous tous, à tout le monde, les partenaires, l'UNICEF, l'ENABEL, le Conseil national du développement de la nutrition, le CND, Nutrition internationale, qui nous accompagne aujourd'hui depuis 2022 avec le premier atelier de réflexion sur le premier forum des affaires dans l'industrie du sel, que je pense que ça sera, comme Raissa a dit, un premier et pas le dernier forum. Donc merci à tous les acheteurs, à tous les producteurs, tous les acteurs de tous les maillons, je pense, de la chaîne de valeur de la filière sel sont là aujourd'hui et seront là avec nous jusqu'au vendredi, donc le 27 avec les visites terrain. On est là aujourd'hui grâce à Invest for Jobs. Résumé, Invest for Jobs, son nom l'indique, investissons pour l'emploi. Alors, investissons pour l'emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, appuyer le secteur privé. Avec Invest for Jobs, le gouvernement allemand, dès 2019, a déployé cette initiative spéciale dans 8 pays. 8 pays où le secteur des PME était en pleine croissance et avec le pari de créer de l'emploi de manière agnostique. C'est dans ce contexte que la Belgique s'est associée à l'État du Sénégal en 2019 en s'investissant auprès du ministère de l'Industrie pour contribuer donc à la mise en place de l'agropole centre de Kaolack et en appuyant depuis 4 ans les filières prioritaires de cette agropole, l'arachide bien évidemment, les céréales et bien entendu la filière sel. L'UNICEF collabore et participe au Forum des affaires dans l'industrie du sel parce que le sel revêt une grande importance pour nous. En effet, le sel constitue un véhicule pour la fortification en iode. L'iode est un micronutriment essentiel. Il participe au métabolisme des protéines, à la croissance et au développement physique et cognitif des individus, particulièrement durant la grossesse et la petite enfance. Le lancement le 8 juillet 2023 à Bissau, en Guinée-Bissau, de la marque de certification qualité de la CEDEAO, Ecomark, vise à accélérer le développement du commerce intra-régional, des produits qui seront certifiés par la réduction des barrières non tarifaires à la libre circulation des biens au sein de nos États membres. Je tiens par ailleurs, Madame le chef de mission, Madame Marouk, à vous assurer de l'entière disponibilité de la gouvernance de Kaolack, à vous accompagner dans la mise en œuvre de vos activités futures, allant toujours dans le sens de promouvoir l'industrie du sel. Cela dit, je déclare officiellement ouvert, ici à Kaolack, le premier forum des affaires dans l'industrie du sel.
la production de sel au Sénégal, c'est pratiquement plus de 30 milliards par année. Que les recettes d'exportation sont de 12,5 milliards pour 2022. Donc les importations aussi, comme elle l'a rappelé, sont en berne, sont en baisse. Et donc à partir de 2020, nous avions déjà constaté que les importations n'étaient que de 907,7 tonnes, alors qu'auparavant, en 2015, elles étaient estimées à plus de 23 000 tonnes. Avec le soutien bien évidemment antérieur de la CLM, CNDN et aujourd'hui de NI, nous nous sommes rendus compte qu'au-delà des aspects qualité, nous sommes maintenant sur des problèmes économiques. Donc il nous faut développer le secteur. Et comment développer le secteur? C'est peut-être revenir sur le cadre juridique et institutionnel. Parce que nous tous, nous l'avons remarqué, je pense que le décret de 2000 ne correspond plus à nos ambitions, puisque ce décret demande à ce que le sel soit iodé, correctement iodé, à tous les stades. Alors nous voyons que nous avons aujourd'hui des usages, des utilisations qui ne demandent peut-être pas une utilisation primaire du sel. Le Sénégal contribue seulement 25% de ce qui est consommé dans la sous-région. Et le Ghana, malheureusement, c'est 12%. Et on a aussi poussé notre analyse pour comprendre quels sont les pays qui importent le sel, le 62%, et on s'est rendu compte qu'il y a deux gros pays qui importent le sel, et notamment le Nigeria et le Cameroun. Ce sont qui occupent la grande partie du sel qui est importé. Et le 62% de sel qui est importé, presque la moitié provient du Brésil. Vous vous rendez compte que nous sommes ici en Afrique de l'Ouest descente, où on a des pays producteurs qui ont un potentiel, comme les autres intervenants ont dit. Nous avons un potentiel, nous avons besoin d'abord de 3 millions de tonnes. Nous avons un potentiel capable de fournir de ces besoins, mais il y a des pays qui importent le sel très loin. On traverse l'océan Atlantique pour aller chercher le sel au niveau du Brésil. Et ça, la nouvelle configuration de nos ports ne l'ont pas facilité. Parce qu'à un moment donné, pour faire de la mise en faube en vrac, c'était entre 3 000 et 4 000 francs CFA la tonne. Avec la nouvelle concession des ports, aujourd'hui on est à 18 000. Pour l'exportation en conteneur, on est passé de 10 000 à presque 22 000 ou 25 000. Pendant que le sel, lui, il n'a pas encore augmenté. Jusqu'à un passé récent, nous-mêmes, en tant qu'industriels, nos prix ne pouvaient pas accéder, dépasser 40 francs, avec tout ce que cela comporte. C'est en ce moment donc, à ce niveau-là, les artisanaux étaient entre 3 et 6 francs. Aujourd'hui, en tant que décideur, monsieur le directeur, vous avez encore plus d'arguments pour accompagner la filière sel et les producteurs, pour permettre aux Sénégalais, ou en tout cas aux Africains du sel du Sénégal, de consommer du sel adéquatement iodé, tout en ne pénalisant pas les industriels, comme vous l'avez dit. Et donc nous défendons, en tout cas, de notre point de vue, et par l'intermédiaire de nos actions également auprès de vous, on va dire, l'existence de ces petits producteurs, qui soient dans le Sine-Saloum, qui soient à Guérande. C'est important de réfléchir aussi à la place qu'ils ont dans ce marché du sel complexe, et de bien faire une place à ces petits producteurs. Il est important de concevoir aussi la production de sel en lien avec une protection de son environnement direct, puisque soumis au changement climatique, les activités de production de sel sont en danger. Nous connaissons cette conjoncture actuellement sur Guérande, où nous avons des vraies problématiques à ce niveau-là. Et également, du coup, au Sénégal, vous êtes les mieux placés pour les connaître. Et également, en termes de perspective, c'est en termes de suivi des données. Parce que les données que nous avons montrées ici, c'est juste ce qui est enregistré dans le système des Nations Unies. Et même on sait que nos frontières sont poreuses,
Et il y a beaucoup ce qui se passe de façon informelle. Donc on a besoin aussi de mettre en place des mécanismes de monitoring de ce qui est produit et savoir où, qui est en train de... On a besoin de cette information pour développer une stratégie. Et deux autres points, monsieur le modérateur, c'est que le directeur de l'industrie a mentionné le déploiement des certificats de qualité Ecocomac. Parce que ces certificats-là vont beaucoup nous aider à simplifier le processus. Le sel est un or blanc. Il nous faut aller vers nos pleines capacités. Donc faire de sorte que la production soit maximale, que la production également puisse couvrir les besoins de toute l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique centrale, mais également répondront aux attentes de santé publique, notamment à l'iodation, pour éviter les troubles liés à la carence en iode, etc. Donc nous sommes actuellement sur une phase de réflexion pour éviter que ce qu'il y a comme existant, la réglementation sur l'iodation du sel, ne soit un frein pour le développement du secteur. Et je rappelle par ailleurs qu'au niveau institutionnel également, nous pouvons bien rappeler l'exemple qui est en phase de mise en œuvre avec l'Agropole Centre, où on est dans une phase donc, de structuration du secteur et qui pourrait permettre donc, à l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs institutionnels déjà, de se retrouver, parce qu'on sait que bon, parfois les ministères, les départements ministériels sont un peu jaloux de leurs prérogatives, mais de pouvoir faire sauter ces verrous-là et permettre donc une réflexion inclusive avec les acteurs et aller dans le sens donc du portage de ce qu'il y a de meilleur pour le sel et pour le Sénégal. Mais s'il est transformé en soude caustique, en chlore, en produit pharmaceutique, il est vendu 20, 25, 50 fois sa valeur actuelle. Et je pense que c'est ça l'enjeu. Et c'est là où il faut mettre les efforts. Et donc, les artisans, n'ayez pas peur, mettez l'accent sur la productivité, mettez l'accent sur l'augmentation de la production parce que les marchés arrivent. Et quand les marchés arrivent, ça veut dire que les prix vont continuer à grimper et à se maintenir à un niveau acceptable pour votre activité. Donc, je suis Alain Bossuit, le DG des salins du Sine Saloum. Oui. Alors je vais apporter un éclairage pourquoi les marchés du Cameroun et du Nigeria sont fermés au sel sénégalais. Okay. Le sel sénégalais d'origine CEDEAO, c'est paradoxal qu'il ne puisse pas rentrer au Nigeria. Pourquoi? Parce que le Nigeria a mis en place des protections douanières. Aujourd'hui, le seul sel économiquement qui peut rentrer au Nigeria, c'est le sel qui rentre dans des gros vraquiers. Donc des gros bateaux qui peuvent importer, qui peuvent amener au Nigeria de l'ordre de 30 000 tonnes de sel par an. Par bateau, pardon. C'est la même chose au Cameroun. Donc il y a des protections douanières. Aujourd'hui, le sel du Sénégal, il est soit mis en sac, soit mis en big bag. Aujourd'hui, si on veut qu'il rentre au Nigeria, on est obligé de le donner. Il y a 60% de taxes au Nigeria sur ce sel, alors que le sel en vrac, il n'y a que 5% de taxes. Le sel d'origine CEDEAO ne peut pas rentrer dans le pays de la CEDEAO, qui est le Nigeria, qui est le plus gros pays. Le Cameroun, c'est la même chose. Le Cameroun, pourquoi alors il y a ces protections douanières? Parce qu'il y a des raffineries de sel qui ont fait en sorte qu'il y ait ces protections et qu'elles soient protégées par leurs États. Le Cameroun, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on parle de la ZLECAF. Le sel sénégalais en sac ou en big bag sera considéré comme un sel alimentaire qui rentre dans une rubrique douanière où on va devoir payer des taxes qui ne rendront pas économiquement notre produit compétitif par rapport aux autres produits. Voilà. Les flux arrivent assez vite. Elles sont abondantes. Quelque part, déjà, heureusement qu'elles sont abondantes. Et elles s'arrêtent au retard. Troisièmement, c'est la double irrigation. Et là, je pense que M. Sili, vous en avez parlé lors de la réunion, n'est-ce pas, c'était au mois d'avril. Il faudrait peut-être voir avec les autres jours un mécanisme d'encadrement. Il faudrait peut-être faire en sorte que on puisse commander peut-être plus c'est au niveau des coopératives
Parce que de toutes les façons, quand ça vient chez nous, nous sommes obligés de laver et d'irriguer. Je profite de ce micro pour demander aux producteurs de vraiment accorder de l'importance à la production de qualité pour que nous qui sommes les acheteurs, nous puissions nous retrouver de manière vraiment, je peux dire, à l'aise et tranquille. Parce que lorsque ça ne va pas, je ne vous le cache pas, nous sommes dans le monde du business, ça ne nous dérange pas d'aller en Turquie, d'aller au Brésil, d'aller en Égypte et d'en commander parce que là-bas, c'est sûr qu'on aura du produit de qualité. Pour les producteurs, il y a un manque d'espace pour la production. Parce que les producteurs ne savent pas créer la surface occupée. Adaptation des espaces de production. Parce que si tu as 1 hectare, par exemple, de producteurs de sel, il faut savoir la dimension des bassins et des champs des tables salantes. Les producteurs doivent gérer la trésorerie pour attendre le temps qu'il faut pour produire le sel de qualité. Parce que s'ils ne gèrent pas la trésorerie, ils n'ont pas le temps d'attendre. Beaucoup de producteurs ne sont pas formés. Nouvellement, la filière du sel a un grand avancement. Beaucoup de producteurs sont intégrés dans la filière sans attendre d'une formation. Avoir accès aux éléments de mesure comme densimètre. Parce que beaucoup de producteurs ne savent pas faire la balance de l'eau de saturation entre les bassins et les tables salantes. Il y a cet aspect qui a été également soulevé ce matin par rapport aux échanges interrégionaux. Il faut saluer également cette initiative de la CEDEAO qui, avec cette norme, ce système cette certification harmonisée au niveau de la sous-région avec les comarques, une initiative qui est bien appuyée par la SN dans le courant de ses activités et qui aujourd'hui, si les comarques étaient mises en place, ça permettait qu'à tous les acteurs qui feraient l'effort de répondre à ces différents critères, d'avoir cette indication écomarque. Ça revient encore, ça renvoie à cet aspect d'étiquetage de leurs produits. Une fois qu'un fournisseur, un consommateur, un des maillons des parties intéressées, voit cette écomarque-là, souvent tout de suite des critères auxquels on répond ce produit qu'il est en train de consommer. Ce forum a été organisé à point nommé, oui, parce qu'aujourd'hui tous les maillons, aussi bien au niveau de la CEDEAO, aussi bien au niveau de l'Association sénégalaise de normalisation qui aujourd'hui est accréditée par le SOAC, aussi bien cette envie-là, cet engouement par les différents acteurs, tout ceci permet et converge à ce que cet aspect de qualité-là puisse être mis sur le tableau aujourd'hui et que chacun des acteurs, chacune des parties intéressées puisse en bénéficier. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie de fortification est avant tout une stratégie de santé publique. C'était pour régler un problème de santé publique que la stratégie de fortification est née. Et pourquoi elle est importante pour nous? Parce que d'abord, c'est faisable. Ça veut dire que les industries sont là, le processus existe, c'est quelque chose de faisable et qui est à notre portée. La deuxième chose qui fait que la stratégie de fortification est importante, c'est qu'elle est rentable. Donc nous avons également mis en place un comité régional en charge des règlements techniques parce que nous avons remarqué qu'au niveau de la région, les États membres individuellement adoptent des règlements techniques qui empêchent la circulation des produits. Et donc justement, nous avons senti la nécessité non seulement d'harmoniser ces règlements techniques-là, mais aussi de s'assurer justement en accord avec les règles de l'OMC qu'il ne s'agit pas en fait d'obstacles techniques aux échanges. Au-delà de ça aussi, il y a au niveau de la région, il faut le dire, la dichotomie qui existe au niveau des instruments de la qualité. C'est-à-dire que chaque pays de fois prend des mesures qui ne sont pas forcément en harmonie avec ce qui est fait au niveau régional et cela entraîne effectivement des obstacles techniques au commerce. Comment aider vraiment les populations à identifier l'iodation comme une stratégie de santé publique? Et l'autre problème, c'est qu'on est aussi une population qui consomme beaucoup de sel.
comment faire en sorte et comment communiquer pour diminuer la quantité de sel que les populations utilisent. Cela pose vraiment des problèmes. Donc, dans l'enjeu vraiment d'aider les communications, les populations à prendre conscience de cette stratégie de santé publique et à créer la demande en sel iodé, et se heurtent aujourd'hui à ces différentes réalités, et il faut adresser tout cela. En termes d'enjeux, j'aimerais souligner les coûts liés à la qualité. C'est vrai que très souvent on parle de la qualité et beaucoup se plaignent du coût que cela implique en matière de modernisation, en matière de mise en œuvre de la norme. Alors, il est important de noter qu'ici, il faut aussi voir les avantages. Pourquoi, par exemple, il sera intéressant pour nous d'être, disons, conforme à la norme, mais aussi de voir aussi, comme je mentionnais plus tôt, les coûts de la non-conformité. Parce que, par exemple, vous pouvez faire tout un processus de production de A à Z et ne pas réussir à l'écouter. Tout simplement parce que ça ne répond pas à la qualité dont on a besoin. Et ça, c'est le coût de la non-qualité. C'est une perte sèche. Vous faites du sel iodé ici à Kaolack et que vous êtes justement suivi d'une inspection par un organisme d'inspection du Sénégal, vous allez recevoir un certificat d'inspection. Ce certificat est harmonisé au niveau régional. Dès que vous l'avez, en matière de contrôle aux frontières, vous présentez le certificat d'inspection et aucune frontière ne va le refuser parce que c'est harmonisé au niveau régional. Les coopératives aujourd'hui constituent un niveau stratégique pour la centralisation de la production, bien entendu en dehors des entreprises classiques. Donc pour la centralisation de la production, pour la valorisation aussi de la production, et ce qui permet aujourd'hui aux producteurs d'avoir peut-être un plus de numérateur, mais aussi par rapport à l'iodation du sel. Et ça, je pense que c'est juste pour dire qu'en termes de défi, le défi c'est justement de faire en sorte qu'au niveau national, qu'on puisse en tout cas fédérer tous les acteurs, tous les producteurs au niveau de ces coopératives-là pour les rendre plus fortes. L'autre défi, c'est le renforcement de la gouvernance justement au sein de ces coopératives. On a besoin en tout cas d'informations complémentaires pour mieux en tout cas affiner nos plans d'accompagnement. Et à ce niveau-là, c'est vrai que parfois c'est le désert en termes d'informations. Et si on parvient à détaxer en tout cas ces premix-là qui servent en tout cas à améliorer la santé de la population, nous doutons que ça aura un impact justement sur les progrès de l'iodation du sel. Voilà. La révision, on ne peut pas faire de l'iodation à tous les stades de la production, ce n'est pas possible. Même si c'est dans la réglementation, il nous faut, il y a un problème dans ce texte. Il faut que nous, État, comprenne, ce n'est pas de la Bible, ce n'est pas du Coran, prenne notre responsabilité pour qu'on passe à l'échelle, que certaines catégories ne soient pas assujetties, certains marchés ne soient pas assujettis à une iodation préalable. C'est cela la solution, c'est ça qui permet de revenir à l'équilibre et de pouvoir progresser. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est un problème d'approvisionnement en sel parce que le sel qu'on achetait au mois de mars à un prix de 10 000, 20 000, au mois de juin, juillet, est arrivé à 70 000. La difficulté aujourd'hui, c'est l'Afrique qui travaille avec des compagnies, des multinationales, pour lesquelles nous passons des commandes et en même temps nous faisons des contrats. Vous ne pouvez pas dire à une compagnie, à une multinationale, je te fais un contrat pour te vendre ça à un prix X, au bout de 6 mois, tu lui dis non, je fais parce que le coût de la matière première a changé. Donc la principale difficulté de cette Afrique, c'est l'approvisionnement en sel. Et le problème de l'approvisionnement vient des producteurs. Aujourd'hui, si nous voulons résoudre le problème de l'Afrique, si nous voulons résoudre le problème du secteur, il faudrait qu'il y ait un accompagnement des producteurs de sel. Ils ont besoin de stockage, ils ont besoin de matériel pour augmenter les quantités, ils ont besoin aussi que l'État les accompagne au niveau de l'augmentation des surfaces. D'énormes difficultés, et moi je voudrais surtout mettre le doigt sur les difficultés qu'on a actuellement. C'est d'abord, on a un faible taux d'exploitation de nos unités. Moi, mon unité est à 21%. Et je paye les gens qui sont là-bas, qui ne travaillent pas, parce qu'il n'y a pas de sel. Vous vous rendez compte, je pouvais faire 85% d'exploitation. Nous faisons que 21% de taux d'exploitation.
Donc ça se répercute sur même l'état de santé de Sénico, parce qu'on devrait pouvoir produire plus, on fait des salaires, on fait des frais, malheureusement on ne produit pas. Et ça c'est dû uniquement au manque de sel actuel au niveau du Sénégal. Par exemple, cette année, sur les 26 000 tonnes, on a importé 3 300 tonnes, à raison de 13% qu'on a importé, parce que les usines devaient aller s'arrêter si on ne l'a pas fait. Voilà. Donc pour vous parler de nos problèmes surtout, c'est la disponibilité de la matière première, tant en quantité qu'en qualité. Les gens savent qu'il y a de l'opportunité dans le sel, il y a possibilité de faire du Sénégal et surtout de la région de Fatick et de Kaolack. On peut beaucoup faire dans ces régions-là. Et le vrai problème surtout des fournisseurs, c'est le stockage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire du sel, c'est-à-dire qui est un produit de saison, et ne pas stocker. Et la majeure partie des fournisseurs qui sont là n'ont pas l'obligation de stocker le sel. Il n'y a que les salins du Sine Saloum qui stockent. Tous les autres, ils vous vendent au jour le jour, ce qui fait qu'ils vous vendent pendant la saison, mais pendant les saisons de non-récolte, et surtout pendant la saison des pluies, nous sommes arrêtés. Donc on paye les gens, mais on est arrêtés. Le problème, on a essayé de contractualiser pour régler ce problème de non-disponibilité. On s'est rendu compte pendant des périodes de l'année, le sel n'existait pas. On a essayé à contractualiser, même en contractualisant, on a des problèmes. Parce que vous signez un contrat, le gars te dit, moi j'ai signé le contrat, mais sérieusement, je ne peux pas vous livrer. Beaucoup de difficultés au Sénégal. Et je pense que le plus grand problème ici, pour nous les industriels qui faisons du lavage, c'est la granométrie. Les gens se focalisent sur plein de choses, mais la granométrie nous tue. Moi, je perds 20% à chaque fois que je produis. 20% de perte. C'est énorme et c'est ça qui rend le sel trop cher pour le raffinage. Voilà, le cadre de plateforme d'investissement est là et nous on joue le rôle de guichet de service. Guichet de service, quand l'investisseur arrive en termes très clairs, on l'oriente. Vous êtes éligible au code des investissements, vous êtes éligible à l'agropole, vous êtes éligible à la zone économique spéciale ou alors vous êtes éligible à autre chose. Donc voilà le niveau territorial, c'est-à-dire la région Sine Saloum, sous l'autorité du gouverneur, peut-être de Kaolack, ça aussi il faut le régler parce que bon, il y a des pôles sur Kaolack, Fatick et Kaffrine. Il faut que aujourd'hui le référent soit le gouverneur et qu'il puisse aujourd'hui collecter toutes les informations en termes de contraintes par rapport à l'activité économique, par rapport aux acteurs, et qu'il puisse le remonter dans le cadre de dialogue public-privé au niveau local, et qu'on puisse maintenant avoir cette possibilité d'avoir au niveau du CPI, en tout cas un CPI qui prenne en charge les contraintes liées au pôle territoire. Donc, dans ce registre-là, au niveau de l'agropôle centre, nous allons mettre en place 20 plateformes agro-industrielles de transformation. C'est pourquoi nous avons, pour la plupart des agropoles, un objectif pour les filières prioritaires d'augmentation de 40% de la production. Nous avons sur ce programme-là l'ambition de réaliser 300 km de pistes. Dans ce cadre également, comme effet levier, nous avons déjà travaillé avec la Banque africaine de développement qui a déjà signé des lettres d'intention avec 4 banques à raison de 20 millions de dollars par banque pour accompagner également le développement des chaînes de valeur agro-industrielles. Je disais tout à l'heure que nous intervenons sur ces différents maillons. Sur la production, nous avons un financement qui est dédié aux producteurs, que ce soit un producteur particulier individuel ou bien une personne morale. Et ce financement-là obéit à un certain nombre de conditionnalités. Il y a d'abord un certain nombre de dossiers qu'il faut déposer au niveau de la banque. Je peux citer par exemple le dossier le plus important qui concerne un peu la fiche d'expression. Comme je l'ai dit, la banque n'a pas une expertise déjà dans le domaine de la production sel. Nous souhaiterons demander à ceux qui voudraient avoir un financement dans la production que l'encadrement puisse standardiser une fiche de demande de production avec toutes les spécifications techniques pour permettre à la banque de mieux apprécier un peu la demande. C'est pourquoi on exige à ce que l'expression de besoin soit accompagnée par un visa technique, une structure d'encadrement qui a la compétence requise pour pouvoir apprécier
techniquement la faisabilité du projet. Ça, c'est important pour la banque. Donc le sourcing des premiers projets que nous avons financés, qui sont aujourd'hui autour de pratiquement plus de 60 GIE et plus de 100 individuels que nous avons financés. Nous sommes à un montant de 1 milliard de financement au niveau de la filière sel. Je pense que personne, que ce soit banque ou l'État du Sénégal, n'a mis autant d'argent en financement. L'État du Sénégal, à travers la terre, c'est à impulser. Notre objectif, ce n'est pas forcément d'être là, d'être le financeur de cette filière-là, mais de pouvoir impulser. Quand on est arrivé, la tonne du sel était à 7 000, 10 000. Quand aujourd'hui j'entends 50 000, c'est quand même une fierté pour nous. C'est important qu'on ait un secteur privé fort. Et ce secteur privé faire du lobbying. Le lobbying, c'est tout simplement pour faire plus être quelque part discriminé par rapport aux activités qui existent. Et plus un secteur montre un exemple, qui finance cela, avec quel mécanisme. Donc aussi, même dans le financement, il doit y avoir de l'innovation aujourd'hui par rapport à cela. Et où on met les autres billes de l'État qui sont de la gratuité pour pouvoir répondre aux besoins complets, en tout cas, de cette filière. Nous intervenons à ce niveau, donc en amont du financement. Donc nous essayons d'accompagner ces structures d'encadrement à offrir des services pour améliorer surtout la question de la transparence dans la gestion financière, aussi bien la transparence aussi dans les données. Donc, parce que c'est cette transparence-là qui permet peut-être de donner plus de confiance à la banque pour que cette dernière puisse décider de son financement. Donc je m'en vais vous parler un petit peu de l'expérience du Centre de gestion et d'économie rurale de la vallée du fleuve Sénégal, le CGER. Donc nous sommes en train, en tout cas nous sommes dans la réflexion de mettre en place un centre de gestion et d'économie rurale au niveau centre, le CGR Sine Saloum, en s'inspirant d'un modèle qui marche très bien, qui existe au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, si le Sénégal veut se positionner en termes de leadership dans le segment sel, il faut travailler sur cette qualité de sel. Et pour ça, il faut renforcer à la base ces personnes qui travaillent dans le secteur. Aujourd'hui, Invest4 Job nous a subventionnés parce que là où on avait un financement, mais on a une zone où il n'y avait rien. On a fait la route. Mais ça, pour moi, ça participe à vraiment de la richesse. Parce qu'aujourd'hui, où j'ai fait de la route, il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas dans cette zone, qui ont aujourd'hui commencé à investir dans cette zone. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai gagné. Je ne gagne pas plus, mais quand je passe, je sais que j'ai créé une zone. Les coopératives, on en a 3 dans la région du Sine Saloum, en raison d'une par région. Et c'est pour les producteurs aussi, on peut plus ou moins les évaluer dans le Sine Saloum à peu près entre 800 et 10 000 producteurs qui se retrouvent autour, qui sont répartis sur une quarantaine de sites, dont 19 à Fatick, 23 à Kaolack et plus ou moins 2 grands sites au niveau de Kaffrine. Donc, il n'y a pas aussi de cadre de concertation entre les coopératives au niveau du Sine Saloum. Il serait important aussi d'avoir cela, mais aussi un cadre qui n'existe pas aussi par approche filière, ne serait-ce que dans le Sine Saloum, où on pourra retrouver tous les acteurs, les acheteurs, les agrégateurs, ceux qui offrent des prestations de services, mais aussi les différents types de producteurs, dont les producteurs artisanaux, mais aussi les semi-industriels et les industriels. Et je pense que dans ce cadre aussi, on peut avoir des possibilités de faire des offres à ce niveau. Donc... Je pense que le forum nous invite, quand on dit les affaires dans l'industrie du sel, on a un besoin d'upgrader, de pousser un certain nombre d'acteurs pour être dans une logique d'industrie. Et qui dit logique d'industrie, c'est d'être des éléments, différents acteurs de la chaîne de valeur et essayer d'organiser des relations d'affaires, y compris des relations contractuelles, des relations de qualité, parce qu'on dit on est dans une logique de qualité liée. Si au niveau de la production, il n'y a pas de qualité, à la sortie, au niveau de l'industrie, il ne peut pas y avoir de qualité. Donc il faut un standard qualité tout au long de la chaîne. Donc il y a ce besoin au niveau de l'État de dire voilà, le cadre d'harmonisation des interventions. Voilà sur la filière sel les axes, les priorités sur lesquelles je veux voir intervenir. Pour parler d'ancrage, pour arriver à cela, il faudrait déjà d'abord
qu'on puisse arriver à une bonne organisation ou une bonne structuration de la chaîne de valeur sel. Et à cet effet, le projet des agropoles a prévu un certain nombre d'activités. D'abord, on parle de l'identification de manière exhaustive des différents acteurs qui interviennent sur les différentes chaînes, les maillons de la chaîne de valeur, donc que ce soit les producteurs, que ce soit les transformateurs, que ce soit les transporteurs, etc. On parle également du besoin de faire une cartographie extensive jusqu'à aller à la géolocalisation des différentes unités de production et de distribution. On parle de l'analyse des contraintes auxquelles les différents acteurs font face, en termes d'accès au financement, on l'a dit plusieurs fois, en termes d'accès à la mécanisation, en termes d'organisation, en termes de contractualisation, mais également en termes de relations, notamment par exemple entre les acteurs au niveau artisanal et les acteurs au niveau industriel. Et comme le DRI l'a rappelé tout à l'heure, la nécessité qu'il y ait une convergence en termes de ce qu'il y a à gagner pour chacun des acteurs et d'harmonisation des relations entre les différents acteurs. La structuration de la filière sel dans le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal. La saliculture est une activité agricole. La production de sel s'effectue en saison sèche, mais constitue une activité apparentée à l'agriculture. Alors, notre recommandation est la création d'une direction de la saliculture à l'image de l'horticulture. Ce qu'on doit savoir, c'est que le sel est dans une intersectorialité, dans une interinstitutionnalité et dans une interdisciplinarité. Donc personne n'a l'apanage de prendre le sel pour en faire sa chasse gardée, mais encore faudrait-il qu'on en fasse une plateforme de dialogue multi-acteurs pour une gouvernance partagée et équitable. L'autre aspect, c'est que il faut professionnaliser les acteurs. Mais professionnaliser les acteurs participe de l'institutionnalisation, surtout qu'il faut non seulement la nomenclature, la terminologie, la codification, etc., des métiers du sel. Aujourd'hui, il nous faut aller jusqu'à ça, du sel. Et à partir de là, maintenant, les gens sont des professionnels aguerris pour pouvoir faire le travail. Un dernier élément, c'est qu'il faut donner au sel un statut au même titre, en égale dignité avec les autres. Donc, en définitive, je pense que tout ce qui se dit ici, quelle que soit la porte d'entrée, quel que soit l'angle d'attaque, participe. Institutionnalisation, il y a un passage du sociologique, c'est l'appropriation par les acteurs, la socialisation de l'activité par les acteurs. Ça, c'est la première étape, elle est sociologique. Ensuite, il y a l'aspect technique, c'est les instruments que les uns et les autres vont apporter en termes d'outils, en termes de connaissances, d'expertise, pour donner un cadre à la question de l'ancrage institutionnel dont il a parlé. Et cet ancrage institutionnel, c'est un arbitrage au plus haut sommet. Après, ça va être quoi? Le portage politique par les acteurs. Mais le portage politique dans une cogestion entre les acteurs de la filière, à travers peut-être une interprofession, et l'État et les tiers. Etc. Mais au niveau de l'État, la perspective prochaine, c'est d'industrialiser la filière sel. On est dans un nouveau schéma de politique industrielle qui voudrait qu'on soit dans une logique d'industrialisation endogène qui valorise et transforme les ressources propres à chaque territoire. C'est la démarche qui a présidé à la mise en place des agropoles. Parce que s'il s'agit des exploitants locaux, nous, ce que nous faisons à dire, c'est d'abord de créer une atmosphère sociale qui permettra donc à ces gens-là d'avoir un bon épanouissement, mais aussi de pouvoir mener à bien leurs activités. Et je peux dire que le sel, ça commence à porter donc ses fruits au niveau de la commune de Dieu. Et nous sommes dans les dispositions, nous, collectivités territoriales, pour accompagner donc tous ces acteurs-là. Je dirais que le contexte d'exploitation du sel à Sibassor est un contexte qu'il faut le dire, et que les défis sont énormes et les bailleurs qui soutiennent l'activité ont quand même un rôle prépondérant à jouer dedans. Et je dois encore dire que la collectivité donc doit protéger et accompagner l'exploitation du sel, mais la collectivité aussi doit protéger et accompagner les agriculteurs pour qui
l'exploitation du sel constitue un frein à leur activité. La collectivité doit également protéger et accompagner la population qui subit les effets néfastes de l'exploitation du sel. Actuellement, je peux dire que Sébassor ne tire pas profit de cette exploitation de sel. À travers l'intercommunalité qui interpelle les collectivités locales pour une gestion concertée des ressources partagées. Donc, je pense que le sel est vraiment une ressource partagée à plusieurs collectivités locales. Quand on prend l'exemple de Latmengue qui se trouve dans le département de Kaolack, Kurumbuki qui se trouve dans le département de Mbirkilan, et Ngachi Naoudé qui se situe dans le département de Guinguiné. Avec le projet Emploi Sel, on est en train de mettre en place un modèle au niveau de la commune de Dia, un modèle d'aide de stockage sur financement dans le cadre d'une subvention locale avec un complément de financement bancaire. Et il est démontré que ce modèle peut être viable, c'est juste un modèle comme son nom l'indique. Un projet pilote qui pourrait être répliqué, qui peut inspirer les acteurs à le répliquer vers d'autres zones. Et au-delà, la commune peut aller, à mon sens, au-delà, en mobilisant d'autres types de financements innovants. Je pense au partenariat public-privé. Le Code des collectivités locales a balisé le chemin et a donné des outils aux collectivités locales pour que ces dernières puissent lever des fonds et investir, en tout cas en partenariat avec des privés, sur des infrastructures qui, à la longue, vont leur permettre de recouvrir à des recettes. Donc, ça peut être utilisé pour des infrastructures dans le cadre de l'intercommunalité, donc partagées, en tout cas, avec plusieurs communes. Pas de mesures d'accompagnement pour accompagner l'iodation qui grève le prix du sel. Cette discussion risque d'être pénible entre eux. L'autre aspect, c'est sur l'iodate de potassium. Je pense qu'il faudrait aussi qu'on parvienne à trouver une solution pour réduire son coût. C'est le renforcement de capacité. En fait, il faut un accompagnement technique des producteurs de sel pour vraiment améliorer la qualité de la production, comme ça a été posé par les industriels qui étaient sur place ici, parce qu'ils ont vraiment indiqué avec des chiffres comment la qualité du sel qui leur est livré leur pose des pertes financières. Pendant l'hivernage, il y a des stocks qui sont inaccessibles. Ça veut dire qu'il y a lieu vraiment de voir comment intégrer ces pistes de production pour avoir accès à ces stocks pendant l'hivernage. Mais aussi la centralisation de la production, c'est quelque chose qui a toujours été évoqué, mais je pense que c'est beaucoup. L'urgence avec les coopératives, vraiment il faut centraliser les productions. Ça peut régler le problème de l'accessibilité, mais aussi le problème de l'iodation, ça peut être réglé par rapport avec la centralisation de la production. Mon souhait, c'est qu'on fait un accent particulier sur la structuration de la filière. Il y a des expériences existantes au Sénégal sur la structuration de filière et qui ont produit des résultats que nous voulons. Donc je pense qu'il faut commencer par A avant d'aller vers B. Donc ces acteurs doivent être professionnels à travers une bonne structuration de la filière. Sans ça, je pense que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent va continuer à se perpétuer parce qu'on n'arrive pas à avoir des acteurs avec lesquels travailler et évoluer dans un sens d'accroître un peu les capacités de cette filière. Faire ceci, cela, il faut que ce soit les acteurs eux-mêmes qui portent cette feuille de route et aillent voir les partenaires techniques et financiers. Donc du coup, si cette feuille de route est établie, pour moi, ce n'est pas dans une année, mais en sortant de cette salle, il faut qu'on ait un groupe noyau. Il faut qu'on ait un groupe noyau où à l'intérieur, il y a les représentants de chaque maillon. Un groupe qui va porter la feuille de route, qui va porter la mise en œuvre de la feuille de route avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers qui sont dans la salle. Pour que ça s'est passé devant eux. Mais que ce groupe-là puisse s'organiser pour porter cette feuille de route-là. À tes concret, moi je pense à quelque chose de faisable ici, c'est réfléchir ensemble avec des opérateurs qui ont des vrais intérêts à faire un plaidoyer avec le gouvernement, parler de mesures incitatives, donc c'était parmi vos coups de baguette magique,
On n'y sera pas dans les 12 prochains mois, mais on peut imaginer qu'on accompagne des opérateurs à développer eux-mêmes leur voix, leur propre plaidoyer auprès des autorités pour aller vers, dans un horizon inconnu dans le temps, des politiques industrielles, même s'il n'en existe pas vraiment en fait au Sénégal, dans aucune filière, il faut se l'avouer. Les coopératives qui, même si elles sont jeunes, elles ont de l'énergie. Il y a une certaine forme de démocratie et de gouvernance qu'il faut appuyer, qu'on peut améliorer, c'est faisable.